Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre magazine Ça fait l'actualité. L'économie post-Covid est caractérisée par une relance générale. Les politiques de développement prônées par les États africains relatives à la transformation locale des produits agricoles à travers l'industrialisation devraient servir de levier pour soutenir la compétitivité de l'économie régionale et continentale. Nous parlons dans ce numéro de transformation coton-textile en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire. Alors, cette politique de transformation des matières premières, source d'emploi et de transformation structurelle de l'économie de la Côte d'Ivoire avait déjà été annoncée par le chef de l'État, son Excellence, M. Alassane Dramane Ouattara. C'est un vaste programme porté par nos petites et moyennes entreprises, par les agriculteurs, par les femmes, par les jeunes et par les artisans. C'est dans ce contexte national de reprise qu'est initié le Salon international coton, textile et habillement d'Abidjan. Et ça fait l'actualité. Important exportateur de coton dans la région, deuxième producteur ouest-africain, la Côte d'Ivoire va devoir travailler davantage à la transformation locale. C'est un reportage signé Seydou Ouattara. Le coton est une fibre de plante naturelle poussant autour des graines. Les fibres sont utilisées dans l'industrie textile. Les fibres textiles d'origine végétale, animale ou artificielle ont toujours constitué une matière première pour la fabrication des vêtements dans le monde. Il faut indiquer que la politique de transformation des matières premières, source de création d'emplois et de transformation structurelle de l'économie de la Côte d'Ivoire avait été déjà annoncée par son Excellence Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est le deuxième pays producteur de coton graines de la CEDEAO avec 580 000 tonnes produites au cours des campagnes et troisième producteur mondial de coton. Elle exporte 95% de son produit à l'état brut. La valeur ajoutée est faible et les avantages pour le pays également. Alors la première difficulté que nous avons, c'est l'accessibilité au marché. Il nous est très difficile d'écouler ce que nous produisons. Bon, donc c'est une situation qui est vraiment difficile, qui font que les familles, les parents qui sont dans le secteur sont obligés de se convertir à d'autres activités. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment difficile pour nous. Si la ressource demeure plus difficile à transformer, il n'en demeure pas moins que le pays a un avantage géographique. Sa proximité avec les marchés de consommateurs de produits finis en coton. Ok, d'accord. Comme je vous le disais, le pan-africain, il faut vraiment former la jeunesse dans ce domaine, parce que là nourrit son homme. Au-delà de cet aspect purement financier, l'environnement bénéficierait également d'un changement. C'est cette traçabilité locale et ses avantages que le gouvernement de la Côte d'Ivoire souhaite mettre en valeur pour promouvoir l'investissement de ce secteur. Le Salon international du coton, textile et habillement d'Abidjan, SICTA 2022, qui vient pour promouvoir et valoriser le coton en Côte d'Ivoire. Voilà. Madame, Monsieur, merci d'être sur notre plateau. Vous êtes Madame Boundi, épouse de Doucouré Aïssata. Vous êtes présidente du Conseil régional pour la promotion et le développement de l'artisanat et des PME. C'est ça, madame. Merci à vous. Je vous remercie. Monsieur Fofana Info. Monsieur, bonsoir. Merci, oui. Vous êtes président du centre artisanal de Grand Bassam. C'est ça. Et ce n'est pas votre seul titre. Comment? Ce n'est pas votre seul titre. Non, pas du tout. Je suis également administrateur général du centre de ressources professionnelles pays, qui est la représentation ivoirienne du comité de coordination pour la promotion et le développement de l'artisanat africain, CODEPA. Et le CODEPA, à ce jour, compte 28 pays membres. Très bien. Alors, déjà, avec cet élément de reportage, le problème est campé. Il s'agit de transformation. Tout à fait. C'est cela? Bien C'est ce que vous retenez également du reportage que l'on vient de voir? Bien sûr, c'est bien ça. C'est cela. Tout à fait. Alors, nous allons déjà commencer par camper un peu le contexte général par rapport donc à cette filière coton-textile. Quel est selon vous l'état des lieux? D'abord, je vous remercie, madame, de nous avoir associés à cette émission pour qu'on puisse parler effectivement des enjeux
de la transformation dans la filière coton textile en Côte d'Ivoire, en particulier en général dans la sous-région. Et c'est une filière qui est aujourd'hui, qui présente beaucoup d'opportunités et beaucoup de défis qu'il va falloir relever pour qu'elle puisse jouer son rôle de premier plan dans la croissance de notre pays qui a été projeté dans le plan de développement de notre pays, à savoir le PND 2022-2025. C'est le lieu de saluer également. Est-ce que vous pourriez parler un peu plus fort? Je vous perçois un peu mal. Tout à fait. Et c'est le lieu également de saluer les réformes qui ont été entreprises par le Premier ministre et son gouvernement pour mettre cette filière au centre des préoccupations. Ceci a été fait sous la houlette du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour que la filière coton textile puisse nourrir son homme et que toute l'économie entière puisse en bénéficier. Alors parlons particulièrement donc, de cette filière. Alors il y a beaucoup d'opportunités dans le coton. Tout à fait. Alors déjà, dites-nous quelles sont les opportunités identifiées avec le coton. Ok, je voudrais d'abord dire que moi je représente ici le conseil régional, je suis la présidente du conseil régional pour la promotion et le développement de la PME. À ce titre, nous avons comme mission principale, comme objectif, de faire la promotion de la femme, des jeunes dans la filière coton textile et à travers les activités d'autonomisation des familles des jeunes. Alors, ce que nous avons retenu par rapport à la filière coton, c'est que c'est une filière qui est très complexe, mais très intégrée. Très complexe, mais si nous voulons nous projeter, nous voulons regarder en profondeur dans ce secteur, on peut déjà la mettre sur trois compositions, trois composantes. La première composante, c'est le coton. La troisième composante, c'est la partie qui concerne la filature, le tissage et l'impression. La troisième composante, maintenant, concerne le vêtement et l'habillement. Dans la partie coton, les opportunités sont encore plus grandes. Parce que nous avons l'égrainage du coton qui est effectué par les grandes entreprises d'égrainage du coton, au moins une dizaine d'entreprises d'égrainage du coton dans le secteur de production. Ensuite, nous avons la graine de coton. Ces deux activités déjà sont en elles seules des opportunités à saisir. La composition, la transformation, je veux dire, de la fibre de la graine de coton dans la fibre de coton qui est faite à près de 95-98% par nos entreprises industrielles. Alors, mais par contre, on n'a pas encore transformé totalement. Donc, il reste un déficit de transformation de la graine de coton. Avant qu'on arrive au problème, on va rester sur les opportunités. Déjà, il faut que l'on sache qu'on exporte à peu près 580 Non, on produit 580 000 tonnes de coton graine. Et maintenant, cette production est transformée presque entièrement ici en Côte d'Ivoire, mais exportée également presque entièrement. Ça veut dire qu'on exporte la fibre de coton à près de 98%. Alors, le coton peut servir à quoi? Parce que d'un point de vue profane, quand on parle du coton, on voit un peu les tenues. Transformation locale, on voit des très beaux vêtements. Tout à fait. Au-delà de cela, à quoi peut servir le coton? Il y a l'huile de coton, il y a du savon. Qu'est-ce qu'il y a comme produit Justement, dérivé? c'est la graine de coton qui sert à fabriquer les tourteaux pour l'alimentation du bétail. La graine de coton sert également à l'alimentation alimentaire avec l'huile de coton et le savon. C'est cette partie, comme je disais, qui est une opportunité, mais qui présente des défis en matière de transformation. Donc, il y a le tourteau, il y a l'huile de coton, il y a également les graines, le savon. Il y a également la tige de coton qu'on peut compiler pour faire, et je veux dire, des briquettes qui vont servir au ménage pour le combustible. Ceci a un avantage certain, surtout à un moment où on est en train de parler de protection de notre couvert forestier. Oui. Ceci peut se substituer à la consommation du charbon dans nos ménages. Donc, c'est des opportunités qui sont déjà existantes, dont il va falloir s'en servir pour booster cette partie qui est le coton. Alors vous, M. Fofana, vous êtes en bout de chaîne en ce qui concerne le côté vestimentaire, le côté textile, le côté objet. Oui, exactement. C'est cela? Oui. D'accord. Alors dites-nous un peu, au stade d'aujourd'hui, quand vous entendez Mme Bondi Doucouré parler, est-ce que vous avez des propos complémentaires? Oui. Bon, je n'ai pas assez de choses à ajouter, seulement je voudrais dire que le textile, le batik, on parle d'un tissu brut, crétonne et cru, et d'un tissu blanc. Donc c'est à partir de cette matière-là qu'on fabrique le batik.
Et on le fait à partir des attaches ou bien avec des impressions comme le tampon ou avec la poire, les ficelles. Donc, il y a plusieurs techniques de fabrication du batik. Et c'est là, à partir de ces fabrications-là, on passe maintenant au colorant, aux couleurs. Donc, nous sommes à la fin de la chaîne. D'accord. À partir de ce moment, on peut produire plusieurs articles, plusieurs objets. On peut faire des nappes de table, des vêtements, des tableaux décoratifs, des dessus de lit, des rideaux de fenêtres, des rideaux de porte. Donc, on fait plein de choses dans le batik. Très bien. Alors, on est toujours dans la compréhension. Oui. Alors, déjà, on en déduit que vous dépendez peut-être de 2 ministères. Tout à fait. Pour l'agriculture, en ce qui concerne la production, Oui. en ce qui concerne la transformation, le ministère du Commerce. Le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la promotion des PME. Nous apportons à cette institution nationale avec laquelle nous travaillons effectivement. Ce que je voudrais dire, j'ai commencé par le coton, mais il faut parler de la partie qui est intermédiaire entre le coton et l'habillement. Disons que la partie, comment on appelle, transformation, filature, tissage, impression, est une activité qui consomme beaucoup plus de capital en investissement et de technologie, de haute technologie. Et c'est ce qui fait aujourd'hui, qui sera aujourd'hui dans le programme du gouvernement, mise en valeur. Maintenant, la troisième partie, qui est la partie vêtements et mode vestimentaire, c'est une partie dans laquelle nous trouvons 2 acteurs principaux. Le premier acteur, c'est les artisans et les PME. Alors, on a vraiment un problème parce que vous avez une petite voix. Il va falloir vraiment monter le D'accord, ton, ok. Alors, donc, j'ai dit que dans la dernière partie, la chaîne de valeur, qui concerne l'habillement et qui concerne la mode vestimentaire, nous retrouvons 2 principaux acteurs, à savoir l'artisanat et les PME, les entreprises artisanales, et ensuite les grands magasins de mode qui sont à l'extérieur de notre pays, qui sont à la recherche d'entreprises compétitives. Ces entreprises compétitives doivent être à un niveau tel qu'ils puissent attirer ces entreprises-là. D'accord, ça, on va y arriver. Tout à fait. Mais nous, on est toujours dans la compréhension. Alors, d'un point de vue production, les producteurs ici, en local, n'ont pas de problème de production et de rentabilité. Donc, déjà, c'est ce que l'on comprend. Et il se trouve qu'on exporte à peu près 95% de la production nationale, qui s'élève à près de 580 000 tonnes par an. Alors maintenant, vous intervenez pour interpeller en disant qu'avec autant de production, il y a cet aspect de transformation sur lequel nous devrions nous appesantir, qui fait partie même du programme du gouvernement. Et il est temps que l'on s'y mette. Est-ce que j'ai bien résumé? C'est bien ça. C'est bien ça. C'est bien ça. Alors, donc, comme vous l'avez dit, il est temps qu'on s'y mette en relevant certains défis qui sont très souvent de nature à annihiler tous les efforts qui sont constatés pour ce secteur d'activité. Ces défis sont à tous les niveaux, notamment pour la formation, notamment pour l'attractivité sur le plan fiscal, notamment sur le respect des délais de production pour ces grandes entreprises-là. Alors, quand vous parlez de fiscalité, ça veut dire quoi? Que les produits sont trop taxés? Très souvent, ces produits sont trop taxés, mais même ça ne répond pas à l'attente de ceux qui veulent prendre nos produits. Ça fait que nous avons des coûts de production très élevés au niveau de la fiscalité, au niveau de certaines droits de douane qui sont imposés à l'entrée des matières premières. Quand vous parlez de formation, quels sont les problèmes identifiés? Nous avons un problème de formation de la main-d'œuvre. Comme j'ai dit que dans cette partie est dominée par les artisans. La confection, la couture, le style, le stylisme, le design, c'est un domaine artisanal. Et il y a un déficit très prononcé de formation de personnel de qualité pour faire face à la concurrence internationale. Alors vous êtes directeur du centre artisanal de Grand Bassam, et vous êtes également, comment l'on dit, artisan. Oui, maître artisan. Maître artisan. Donc vous avez cet échelon de maître artisan. Et donc vous confirmez forcément qu'il y a un déficit de formation? Oui, bien sûr. Dites-nous. On a des problèmes de formation. Et normalement, pour satisfaire la clientèle, il faut organiser les artisans en GIE à la base, en vue d'avoir des données fiables par produit et par secteur d'activité. Donc si on fait ce travail à la base,
c'est très sûr qu'on va pouvoir mieux vendre et ça va apporter de valeur ajoutée par rapport à la production. Par rapport aussi aux intérêts qui peut apporter aux artisans eux-mêmes. D'accord. Donc, cela peut permettre aux artisans de se nourrir et de nourrir leur famille. Donc, il y a beaucoup d'avantages par rapport à la formation à la base. Donc, c'est ça qui est le plus important. Maintenant, il faut aussi l'appui institutionnel. Si on n'a pas d'appui institutionnel, on restera toujours dans la difficulté. D'accord, on va y arriver sur les options envisagées pour pouvoir s'en sortir. Moi, j'aimerais vous parler de concurrence. Tout à fait. Je veux dire, c'est magnifique, mais on a l'impression qu'il y a quand même une invasion de friperies. Oui, bien sûr. Et quand on dit aux consommateurs entre acheter du coton local et puis acheter de la friperie qui est extrêmement bon marché, des fois le choix est vite fait. Tout à fait. C'est vrai que nos marchés sont souvent envahis de friperies, mais la qualité n'y est pas souvent. Donc il faut faire une promotion vraiment à un certain niveau très élevé par rapport à la consommation locale. Donc consommons localement, consommons ce que nous produisons et cela nous permettra de créer la valeur ajoutée locale, valeur ajoutée inclusive et puis durable. C'est une activité, une opération de longue haleine. C'est pas parce qu'ils n'ont pas... Le revenu, c'est vrai, mais ce n'est pas une question de revenu, c'est une question de ne pas connaître à fond nos produits. Je pense que si on a fait une activité, des opérations de promotion, des opérations de faire connaître, consommons ivoirien, consommons la mode ivoirienne, je pense qu'à ce niveau, on pourrait faire un grand pas pour que la friperie ne puisse pas vraiment passer très souvent. Est-ce que l'on peut parler avec vous de contrefaçon? Est-ce que nos produits sont contrefaits également? Tout à fait. Et on a également l'invasion peut-être des produits qui nous viennent d'Asie? Tout à fait. Les produits sont contrefaits pour une simple raison. Nos produits locaux ne sont pas très souvent labellisés. La traçabilité n'est pas connue. Leur origine n'est pas tout à fait évidente. Donc il faut que nos produits soient d'abord reconnus par nous-mêmes. Il faut que nos produits soient encore reconnus par nous-mêmes et que ces produits soient labellisés. Ceci demande de très grands efforts au plan financier. Donc il faut qu'on arrive à ce point-là. Labelliser, reconnaître l'origine des produits, la traçabilité des produits fera qu'on pourra diminuer un tant soit peu ces problèmes de contrefaçon sur nos produits locaux. Alors, quelle est l'implication des ministères de tutelle et quelles sont vos attentes? Oui, notre ministère de tutelle font vraiment ce que nous voulons. C'est-à-dire qu'ils travaillent dans un programme qui a été validé par le gouvernement. Un programme qui est déjà mis en œuvre. Dans tous les cas, il ne peut pas se défaire de cela. Mais tout ce qui est au niveau du ministère de la promotion du secteur privé, le ministère du commerce, de l'industrie et de la promotion des PME, le travail est fait à ce niveau, à un très niveau d'ailleurs. Mais seulement, il y a un problème, comme on l'a dit, d'organisation, de cadre institutionnel, de cadre opérationnel pour la promotion de ce secteur-là, qui est le plus évident. Il faut qu'on trouve une solution à mettre en place, comme c'est fait dans les autres pays. Le Ghana l'a fait, le Kenya, l'Égypte, la Tunisie, même le Sénégal est en train de penser, de mettre en place un espace approprié, un espace qui fera que ces entreprises pourront évoluer de manière compétitive pour faire des produits de grande masse. Alors, dites-nous, vous êtes directeur du centre artisanal de Grand Bassam. C'est bien ce centre que l'on voit, qui est ancien, dans le paysage à l'entrée de la ville. Et non, pas à l'entrée de la ville, mais dans le vieux Bassam. Dans le vieux Bassam. Tout à fait. D'accord. Alors, où est-ce que vous en êtes? Mais nous sommes dans des difficultés du fait que le centre est en chantier. Il faut dire que le centre artisanal de Grand Bassam a ouvert ses portes en 1971. Oui. Donc c'est un centre qui est mondialement connu. Tout à fait, oui. Voilà, le centre est mondialement connu. Et en temps normal, le centre recevait des touristes de Valtour, du Club Méditerranée, et des touristes d'un peu partout à travers le monde. Donc depuis la crise, en 1979, l'État a décidé d'entreprendre des travaux de réhabilitation du centre artisanal de Grand Bassam.
Donc, ces travaux de réhabilitation ont démarré depuis 2009. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes toujours en chantier. Donc, 2009. Depuis 2009. On est en 22, 9, 19, 20, 21. Ça fait 13 ans. 13 ans. Vous êtes en chantier. Nous sommes en chantier. Mais quelle est la rotation malgré les chantiers? Est-ce que c'est accessible? Parce que ça a l'air un peu triste. Ça c'est plus comme les travaux ont été effectués à près de 75%. Donc nous nous sommes organisés pour faire en sorte, pour ne pas qu'on perde l'image du centre, pour ne pas que le centre perde son lustre d'attente. Donc nous sommes obligés de nous organiser pour rendre le centre accessible, pour qu'il y ait des visites. Le centre, il y a deux coopératives. Il y a une coopérative de bâtiquiers et une coopérative de fondeurs. Donc en dehors de ces deux coopératives, on travaille encore avec les artisans, les particuliers qui excellent dans leur domaine et avec des groupements d'artisans. Donc on travaille avec tout cela pour rendre un peu le centre fonctionnel. Mais pour que le centre soit vraiment retrouve son lustre d'attente, il faut vraiment que l'État mette le moyen pour achever les travaux pour qu'on puisse démarrer normalement. Alors, je pense que ce salon est bienvenu. Merci. Donc, c'est le Salon international coton, textile et habillement d'Abidjan. Donc, on comprend aisément les objectifs que vous visez avec ce salon. Mais vous allez nous le développer? Oui, bien sûr. Bon, comme vous l'avez dit, on a déjà fait le travail tout à l'heure. Ce salon a été créé avec la motivation de valoriser le travail des artisans et des PME. Valoriser le travail des artisans et des PME à travers la promotion de la filière coton textile habillement en Côte d'Ivoire. Voilà l'objectif du salon. Au cours de ce salon, on a beaucoup d'activités, notamment des panels qui vont travailler sur ces problématiques dont on vient de parler. Qui sont les acteurs que vous attendez à cet événement? À cet événement, on a d'abord on aura deux parties. Une partie professionnelle du salon et une partie exposition avec les artisans. Il faut dire déjà que le parrain de notre salon, c'est le ministre du Commerce, le ministre de la promotion des PME, M. Souleymane Diarassoua, que nous tenons d'ailleurs à remercier pour tout ce qu'il fait pour nous. Ensuite, il y a la partie exposition pour les artisans, les mono-artisans, pour faire montre de leur dextérité, leur créativité. Donc, nous attendons non seulement les artisans de toutes les régions de Côte d'Ivoire et les invités spéciaux de ce salon, ce sont les artisans tisserands du Nord, du Grand Nord. Donc, nous attendons les artisans, tous les artisans de tous les bords, en tout cas dans la filière textile et puis dans l'habillement et les accessoires. Également, les professionnels du textile, coton. Qui sont les professionnels du textile coton? Ce sont les entreprises de grenades de coton, les entreprises de production de textile, les entreprises de teinture, ainsi de suite. Tous les professionnels du secteur de la filière coton textile. Nous avons également des panels dont j'ai parlé, de haut niveau. Nous avons des ateliers de formation et des démonstrations au cours de ces panels. Est-ce qu'il y a une interactivité avec d'autres pays africains? Tout à fait. Tout à l'heure, je viens de recevoir les Ghanéens qui sont en train de venir en masse. Ils viennent vraiment en grand nombre, ils sont intéressés. D'ailleurs, ils nous intéressent parce qu'ils ont déjà fait leur preuve en matière d'exportation sur le marché américain et en Europe, ce que nous, on peine à faire aujourd'hui. Donc, tous les pays de la sous-région sont entendus. Il y en a qui se déclarent déjà, qui sont en train d'arriver. Tous les secteurs d'activité dans la filière textile. Donc, la chaîne de valeur coton, textile, habillement sera mise en exergue au cours de ce salon. Est-ce que la filière, d'un point de vue de transformation, est en danger? Pas du tout. C'est une question de volonté politique qui est déjà en marche. C'est une question d'organisation, de la mise en place d'un espace opérationnel pour qu'on puisse avancer et pour que cette filière, qui a beaucoup d'opportunités, puisse vraiment apporter sa contribution à la question de richesse et d'emploi durable dans notre pays et dans la sous-région en général. Alors, qu'est-ce que vous attendez du consommateur qui suit cette émission aujourd'hui, qui a compris qu'il faut consommer local, qui a compris qu'il faut valoriser les produits de chez nous? Alors, qu'est-ce que vous attendez de ce consommateur-là? Ce consommateur, ce sont des visiteurs. Il faut qu'ils viennent visiter, même s'ils n'ont pas les moyens de faire des achats, qu'ils viennent visiter pour encourager nos artisans, nos PME, nos entreprises artisanales, pour leur permettre vraiment de trouver leur activité d'antan après cette période de Covid-19 qui les a vraiment touchés à plus d'un titre. Donc il faut que ces consommateurs viennent visiter, encourager nos artisans qui viennent de toutes parts, de toute l'étendue du territoire national et ensuite de la sous-région. Il faut que ces consommateurs qui sont des visiteurs potentiels puissent venir visiter ce salon,
encourager nos artisans à faire mieux parce qu'ils ont vraiment... Les artisans sont chers parce que l'art a un prix. Tout à fait, ils ne sont pas chers. Comme je dis, c'est des produits locaux. Ils ne sont pas très chers, mais l'art aussi se paye cher. C'est ça? Là, il se perd cher, mais ça dépend où on se situe. Si nous voulons vraiment encourager, on sera prêt à payer le prix. C'est bien noté. Oui. Monsieur Fofana, Oui. quel serait votre message de fin? Mon message, c'est de dire que le centre régional de Grand Bassam appartient aux artisans de Côte d'Ivoire. C'est un centre national. Et la création des CRP répond aux besoins de faire la commercialisation et la promotion des produits de l'artisanat ivoirien à partir d'une galerie virtuelle. Et nous avons la chance d'avoir une superficie, une galerie de près de 1500 mètres carrés d'espace. En plus de 1500 mètres carrés d'espace, on a 4 vitrines. Donc on va exposer différents... Un produit sera attribué à une vitrine. Donc on veut faire en sorte que le centre artisanal de Grand Bassam soit la vitrine de l'artisanat ivoirien. Ça l'était? Oui, bien, des produits de qualité, uniquement que des produits. Non, on met un accent particulier sur la qualité du produit. C'est pour cela que j'insiste qu'il faut une organisation à la base pour que les produits soient de qualité, pour répondre à la satisfaction de la clientèle. Et comme ça, on pourra jouer sur les délais de livraison, la qualité du prix, le prix et la qualité du produit. Donc c'est un peu ce message que je voulais lancer à l'endroit des artisans. Le centre leur appartient. Vous avez un mot de fin? Oui, un mot de fin, c'est que nous invitons toute la population de notre pays, la population de la sous-région. Les dates? C'est du 23 novembre au 28 novembre, dans une semaine. Toute la population est invitée à prendre part effectivement à ce salon et pour que nos artisans puissent être vraiment encouragés à faire mieux qu'avant. Je vous remercie infiniment de nous avoir suivis. Je vous remercie d'être venu sur notre plateau. Nous parlions des enjeux de la transformation de la filière coton-textile en Afrique. Nous parlions spécifiquement du cas de la Côte d'Ivoire. Nous étions avec Mme Boundi, épouse d'Oukoura Issata, présidente du Conseil régional pour la promotion et le développement de l'artisanat et des PME. Nous étions également avec M. Fofana Info, président du centre artisanal de Grand Bassam. Oui. Merci. Merci. Et je vous dis bonsoir. Merci. Merci, madame. Merci.